Je suis enceinte de 5-6 mois et c'est le confinement et on fait des cours en live tous les matins. On a environ 5000 personnes qui nous suivent en live. C'est une ambiance incroyable. On en a fait avec des thématiques rigolotes, avec les rouleaux de papier toilette qu'on avait tous beaucoup trop stockés, les pâtes. Salut à tous pour notre soirée pyjama. Aujourd'hui, on va partager ce moment avec une super sportive, championne de France de fitness. Elle comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube Move Your Fit. C'est une véritable chef d'entreprise et une grande sportive que l'on reçoit. C'est Jessica Mellet. Bonjour Jessica. Bonjour Eric, je suis très heureuse d'être dans ton émission. C'est un plaisir. Eh ben, je suis ravi aussi. Merci d'avoir accepté parce que je crois que tu as un emploi du temps très, très chargé tout le temps. Oui, c'est vrai. Avec 3 enfants et une entreprise à gérer. Mais on a trouvé. On a trouvé un petit créneau. Tu étais en tournage toute la semaine dernière pour ta chaîne dont on parlait. Si on devait expliquer à quelqu'un qui n'est jamais allé sur Move Your Fit, qu'est-ce que c'est ? Alors Move Your Fit, c'est avant tout une chaîne YouTube sur laquelle on peut découvrir et prendre plaisir à faire du sport à la maison. Voilà. Et savoir comment manger pour être en bonne santé. Voilà, et on va voir que tu t'adresses en particulier aux femmes de plus de 40 ans que tu essayes d'accompagner avec un programme particulier. On va en parler tout à l'heure, mais juste avant, on va essayer de comprendre comment tu en es arrivé à cet empire qui est un petit peu le tien, puisque c'est au-delà d'une chaîne YouTube, c'est une véritable petite entreprise qui fonctionne très très bien, Move Your Fit. Toi, tu es né, j'allais dire, quasiment dans une salle de sport. Tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est vrai, je suis tombée dans la marmite. À 8 ans, je traînais à la salle de sport de mon papa. Ouais. Il était champion de France, lui, de bodybuilding, le culturisme, tu sais, les compétitions plastiques, là où on montre ses muscles. Et en fait, je l'idolâtrais, littéralement. Et je suivais ses cours de fitness. Et un jour, il m'a proposé à mon tour, enseigner un cours de fitness. J'avais 10 ans, donc j'ai commencé par l'échauffement. C'est jeune un peu, 10 ans, pour faire du fitness, ou on peut commencer à cet âge-là ? Alors, on peut commencer à pratiquer à cet âge-là, mais on n'a jamais vu un enfant enseigner à des adultes à l'âge de 10 ans. Oui, parce que là, tu donnais des cours, carrément. Je donnais des cours, j'y suis allée petit à petit, il était à côté de moi. Hein. Donc, il m'expliquait comment est-ce que je devais enseigner, comment corriger les personnes, le placement. Mais en fait, j'ai tout appris sur le tas, sur le terrain. Ta maman, en revanche, c'était l'opposé. Lui, il était hyper sportif. Elle, pas du tout. Explique-moi un peu le profil de maman. Pas du tout. Ma maman, elle était passionnée, plongée dans ses bouquins toute la journée. Elle était aussi astrologue. Ouais. Et elle me disait, mais Jessica, tu vas te fatiguer à sauter dans tous les sens comme ça. Assis-toi, prends un bouquin. Voilà, donc calme-toi. L'opposé total. Voilà, l'opposé. Et puis, tu avais 2 frères dans cette fratrie. Et tu me dis... Je me sentais un peu invisible, moi, dans cette famille. Pourquoi ? Tu étais la plus petite, déjà ? J'étais la plus petite. Alors, mes frères, ils ont 9 et 11 ans de plus que moi. Et moi, j'étais la môme. On me surnommait la môme. Et finalement, je me sentais invisible. Et j'ai encore le souvenir, quand j'ai 6-7 ans, être avec mon papa. Des personnes viennent lui parler et je suis totalement ignorée. Pas bonjour, pas un regard, pas un intérêt. Et en fait, enfant... j'ai vécu comme étant invisible. Donc j'étais pressée de grandir. Parce que pour moi, l'enfant, il ne comptait pas. Ouais. L'enfant, il n'avait pas sa place. On vient de voir une photo, on va la remettre. Tu as quel âge sur cette photo quand tu es au pied du podium ton papa est donc champion de France de bodybuilding, hein, j'imagine que c'est le jour J. Tu as quel âge là ? Alors c'est pas le jour J, c'est la fête de son club. Ouais. Mais là, j'ai 10 ans. D'accord. J'ai 10 ans, c'est la fête de son club. Il vient, lui, d'être champion de France de bodybuilding. Et moi, j'ai 10 ans et je veux être comme papa. Je veux être championne du monde de bodybuilding à mon tour. C'est mon rêve. Je suis littéralement piquée par les disciplines. Donc, tu vas dans sa salle de sport dont il est le patron. Ouais. C'est quoi ? C'est tous les jours ? C'est quotidien, vraiment ? Je suis quand même à l'école. Donc, j'y vais tous les mercredis et j'y vais certaines soirées. D'accord. OK. Quand tu vas avoir l'âge de 14-15 ans, il va y avoir un souci que connaissent beaucoup d'enfants. Tes parents vont se séparer. Et ça va être un peu, j'allais dire, d'après ce que je comprends, un accélérateur de carrière pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand tu as environ 15-16 ans ? Alors mes parents, ils ont divorcé, mais c'est surtout que mon papa, il a une opportunité, c'est de partir en Guadeloupe, être à la tête du plateau musculation d'un moving.
Oui. Et donc, il me propose de venir avec lui, moi qui voulais vivre au soleil. Il me propose de venir avec lui. La formation au Krebs sera financée. Je voulais passer mon diplôme d'éducatrice sportive. Ouais, le Krebs, c'est l'école des profs de sport. Hein, exactement, c'est l'école des coachs sportifs. Finalement, la formation était financée en Guadeloupe et on part en Guadeloupe. Et c'est un véritable tremplin pour moi, puisque je vais rencontrer des professeurs exceptionnels et qui vont m'aider à m'élever et à encore faire augmenter mon niveau. Ils étaient meilleurs qu'en France, en Guadeloupe? Ils avaient vraiment... Ils étaient très très forts. Ouais. Ils étaient très très forts. C'est vrai que j'ai eu accès à des formations dès l'âge de 14-15 ans qui étaient réservées qu'aux adultes. Et puis mon papa expliquait que j'enseignais depuis déjà un moment, qu'il voulait absolument m'emmener avec lui. Mais en réalité, les formateurs m'expliquaient que j'avais un très grand potentiel, ils croyaient en moi. Tout cela m'encourageait énormément à continuer et à croire en moi. Voilà, donc là, tu es vraiment ado. Et ça va aller très vite, puisque à partir de l'âge de 19 ans, tu commences à avoir une certaine notoriété. Elle vient d'où, cette notoriété? Ça vient des compétitions, parce que très vite, tu vas faire aussi de la compétition, du fitness, du hip-hop aussi. Oui, je faisais de la salsa, du hip-hop, je faisais un peu de tout, en fait, un peu de danse. J'étais aussi prof d'aérobic. J'ai fait l'aérobic sportive en équipe, en Guadeloupe. C'était vraiment des moments très, très Et tu étais rémunérée pour ça déjà à l'époque, à 15, 16, 17 ans? J'étais rémunérée. À l'époque où je devais être en stage, en fait, j'étais déjà rémunérée. Ouais. Et ensuite, effectivement, j'ai continué avec cette rémunération. C'était chouette, mais c'était quand même fatigant. Ouais. Tu continues à aller au collège, au lycée, ou tu as arrêté les études rapidement, du coup? J'ai littéralement arrêté le lycée à 16 ans. Ouais. J'ai expliqué à mes parents que je n'irais pas en terminale, parce que mon rêve, c'était d'être coach sportive. Okay. Et qu'on n'avait pas besoin du bac pour cela. Donc, je voulais mettre de l'argent de côté et passer ma formation. Et c'est là où papa a eu l'opportunité de partir en Guadeloupe et que la formation soit financée. C'était génial pour moi. Oui. Et je ne suis pas allée en terminale. Mais finalement, le plus beau cadeau qu'ils ont pu me faire, c'est de croire en mes rêves. Ouais. Et de me dire, on te fait confiance. Et tu l'as largement réalisé, ce rêve, parce que la petite fille invisible, elle a déjà du caractère, là, à 15-16 ans. Tu vas mettre 3 ans avant de décrocher un contrat incroyable, parce qu'à l'âge de 19 ans, c'est pas en Guadeloupe, mais en Martinique qu'on t'appelle, en te disant « on a un super contrat à vous proposer », et c'est un énorme club de sport qui t'invite. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Alors pour moi, c'est incroyable parce que j'ai 18 ans, je suis tout fraîchement diplômée et même si je suis connue en Guadeloupe, là, c'est la Martinique qui me propose un super contrat. Waouh, c'est incroyable, je ne peux pas refuser. Donc à 19 ans, je prends mon appartement, je mets ma petite voiture dans le bateau, je lui dis « Salut papa !» et puis je pars faire ma vie seule finalement dans une région que je ne connais pas, dans un club que je ne connais pas. C'est quand même l'aventure à 19 ans. Il ressemble à quoi ce club ? C'est quoi les semaines que tu vis là-bas ? Le club, il s'appelait le Squat. Ouais. Et j'enseignais énormément de cours collectifs de fitness du type Les Mills, tu connais, body pump, body attack, body combat. Oui, d'accord, très bien. Et je faisais aussi les cours de step, tu sais, avec la petite marche, tu en as déjà fait ? Oui, ça va, ça fatigue bien ça aussi. Ça fatigue bien. J'animais aussi des cours d'aérobic et aussi j'avais intégré une troupe de hip-hop, Ekimose, je me souviens à l'époque en Martinique, et on faisait des spectacles. C'était super chouette, mais je me suis vraiment fatiguée. Voilà, tu dis que c'était un gros contrat, donc c'était sans doute bien rémunéré déjà pour quelqu'un de 19 ans. Mais par contre, c'était des heures qu'il ne fallait absolument pas compter. Tu faisais, ça ressemblait à quoi vraiment tes semaines ? C'était 10 heures de sport par jour, tous les jours ? C'était pas autant, mais c'était fatigant. Et surtout, au-delà d'enseigner mes cours, j'allais prendre les cours collectifs des copains et des copines. Ouais. Et je ne m'arrêtais jamais. Les après-midi, le dimanche après-midi, j'étais en soirée, en après-midi salsa, tu sais, les stages de salsa, et les entraînements de hip-hop, et les répétitions pour les spectacles d'aérobic. Et en fait, je ne m'arrêtais pas. Ouais. Et ça dure 1 an. Et au bout d'1 an, ton corps va un peu lâcher. Tu appellerais ça un burn-out carrément Littéralement, au bout d'1 an, j'appelle ma maman, même pas 1 an. Je l'appelle et je lui dis « Maman, je suis fatiguée, je crois que je veux rentrer. » Ouais.
Et ça s'est manifesté comment? C'est une forme de lassitude Non, chez le médecin, 7 de tension, j'arrive plus à faire les cours. Ah oui, 7 de tension, c'est compliqué de faire du fitness. Tension, ouais. Ah, ok, donc là, tu appelles ta mère, on rappelle que tu étais partie avec ton papa qui s'était séparé de ta maman aux Antilles. Direction Paris cette fois. Pourquoi Paris? C'est parce que ta maman, entre-temps, a déménagé à Paris? Alors non, ma maman, elle habitait dans le centre de la France. Mais pour moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était Paris. Parce qu'on m'avait expliqué que j'avais un potentiel et que je pouvais faire une grande carrière. Et moi, au fond de moi, j'avais toujours cette petite étincelle de devenir une star du fitness. J'avais appris tellement de choses avant de venir aux Antilles. Et aux Antilles, il fallait absolument que j'aille à Paris, voir ces profs que je voyais parfois en stage incroyables. J'avais tellement envie d'y aller et poursuivre mes rêves. Et ton rêve, c'est je serai star du fitness en France. Exactement. Et tu vas mettre ça en pratique. Et tu dis qu'il y a quelque chose qui a un peu tout changé dans ta vie. Tu as 21 ans et tu vas te faire opérer du nez. Oui. Qu'est-ce que cette opération du nez va changer et pourquoi d'abord tu décides de te faire opérer du nez? Alors, je me fais opérer du nez, c'est un grand complexe depuis que je suis collégienne. Dans mon visage, je crois que c'est la première chose qui a poussé, c'est mon nez. Et en fait, ça a été tout de suite un très gros complexe. Et arrivé à l'âge de 18-19 ans, j'en parlais déjà à ma maman. Elle me dit, écoute ma fille, le jour où tu veux le faire, je suis avec toi et je te paierai la moitié. Parce que moi, j'ai voulu le faire quand j'étais plus jeune et je n'en ai pas eu les moyens. Donc elle m'a accompagnée, on est allé, on a choisi un chirurgien et on est très content du résultat d'ailleurs. Et en fait, je pense que ça a été déterminant dans une certaine confiance en moi. Ça m'a donné confiance, ça m'a rassurée. J'ai fait la paix avec mon visage où je m'acceptais, je me trouvais plus jolie, donc plus confiance en moi. Et je fais ce casting, donc juste après avoir été championne de France de fitness en 2005. Donc ça m'ouvre les portes de l'international, etc. Mais je participe à un casting pour faire une collection de DVD de fitness. Voilà, donc ça, tu n'aurais jamais osé, par exemple, si tu ne t'étais pas trouvée jolie. Donc c'est en ça que tu dis que ça a quand même un peu modifié tes plans de carrière. Je l'aurais fait, mais j'y aurais pas cru. Et donc là, je me suis dit peut-être. On est en 2006. Effectivement, à l'époque, il n'y a pas encore Internet, etc. Et ce qui est en vogue, c'est effectivement ces cassettes ou ces DVD en vidéo qu'on peut regarder à la maison avec des personnes qui nous font faire les bons gestes. Et ça, tu vas être choisie à ce casting, c'est ça? Exactement. Je suis prise à ce casting et là, j'enchaîne une collection d'une douzaine de DVD qui va être vendue à la Fnac, dans les grandes enseignes et être best-seller pour certains d'entre eux. Voilà, c'est ça. Donc, tu me dis, le tournage, ça a duré très peu de temps, mais ça t'a fait une semaine. Et tu as vécu avec ça pendant 10 ans, parce que ça va t'ouvrir les portes d'une tournée internationale, c'est vrai? Tu vas aller faire la promotion de ce DVD un peu partout en France et peut-être au-delà? Indépendamment de la collection DVD, ce qui m'a ouvert les portes de l'international, c'est le titre de championne de France. Donc, championne de France de fitness. Hein. Voilà, ça, tu l'as à quel moment? Avant ou après les DVD? Je l'ai avant. Je l'ai avant, quand je reviens des Antilles. 3 mois plus tard, la Guadeloupéenne, entre guillemets, gagne le titre de championnat de France de fitness pro et on se dit, mais d'où est-ce qu'elle vient? On ne l'a jamais vue, d'où est-ce qu'elle vient? Donc je gagne ça, j'ai l'opportunité du casting. C'est un très bon CV de dire, je suis championne de France de fitness. Donc au-delà du nez refait, je pense que ça a dû jouer dans la balance pour le DVD. Bien sûr. Donc tu fais des tournées, tu me dis, tu as des magazines qui vont faire la une avec ton visage, il va y avoir des séances d'autographes un petit peu partout. Ça ressemble à quoi ta vie à ce moment-là? Ma vie à ce moment-là, eh bien écoute, c'est la vie rêvée que j'avais finalement. Être sur les podiums, transmettre ma passion à des professeurs de fitness, à des passionnés. Un week-end, je suis en Pologne, un autre week-end, je suis en Italie, un autre week-end, je suis en Espagne. Et je découvre d'autres profs qui aussi sont passionnés, très talentueux. C'est beaucoup de transmission, mais finalement, je suis quand même dans les aéroports tous les week-ends, je mange mon sandwich et je suis très seule. Voilà. Et tu es entre 2 avions. On rappelle que tu sors d'un burn-out 2 ans avant. Tu n'avais pas peur d'enchaîner autant d'activités après avoir connu cette baisse de régime là, que tu avais eu en Martinique, non? Finalement, il y a eu beaucoup de sacrifices.
Ouais. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Parce que finalement... Le but, c'était celui-là. C'était de devenir la star française du fitness. Oui, j'avais commencé dans une petite chambre à Porte de Montreuil. J'ai loué une chambre chez l'habitant. Ouais. Je n'avais pas un radis. Et mes économies, je ne mettais pas pour acheter un manteau, parce que je n'avais pas de quoi m'acheter un manteau. Et finalement, je mettais toutes mes économies pour me former et acheter des formations qualifiantes pour me perfectionner encore plus. Donc, quand j'ai goûté à tous ces stages, effectivement, je mangeais un sandwich à chaque fois dans les aéroports, etc. Je me suis un petit peu lassée de ça, mais j'étais tellement heureuse d'aboutir à ce rêve. Ouais. Et je me sentais être la star du fitness en France. Voilà, tu fais ça pendant 6 ans à peu près. Oui, à peu près. Voilà, donc c'est quand même un laps de temps énorme. Hein. Toujours entre 2 avions, on l'appelle, entre 2 cours. Soit tu donnes des cours à des personnes lambda, soit ce sont aussi des coachs que tu inities. Bref, tu as une vie très très riche. Qu'est-ce qui se passe après 6 ans ? T'as envie de lever le pied ? Au bout d'un moment, j'ai quand même des patrons de salle qui me demandent s'ils peuvent exploiter les DVD de fitness aussi. Du coup, je leur explique que non, c'est pas possible. Et là, on va créer les vidéos de fitness pour les salles de sport. Oui, parce qu'en fait, il faut dire une chose, c'est que quand tu crées les premiers DVD en 2006, tu n'es pas la productrice à l'époque, non. Tu es l'auteur. Combien ça gagne un auteur par rapport à un producteur ? Alors pour les DVD, oui, 10%. Voilà. Donc tu dis, le modèle économique, il est plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire Exactement. être productrice et auteur, comme ça, à peu près 100% pour moi. Et c'est là que tu vas créer, donc 2 ans plus tard, en 2008, ta société qui porte le même nom que la chaîne YouTube qui te fait connaître aujourd'hui. Move Your Fit. Qu'est-ce que c'est à la base Move Your Fit, cette entreprise ? Au tout début, on a organisé des événements de fitness, ce pourquoi on était appelés dans les pays à droite, à gauche. Et je dis on parce que j'ai créé Move Your Fit avec mon associé Alexandre Mallier. Et en fait, au début, on organise des événements. Et puis on se rend compte que c'est fatigant, c'est pas rentable. Et on se dit, mais dans quoi on s'embarque ? Donc on est parti sur les vidéos virtuelles de fitness pour les salles de sport. Et là tu es pionnière, vous êtes pionnier avec ça, avec Move Your Fit. Parce que ça n'existait pas avant. Les salles, comme on trouve dans tous les clubs de sport aujourd'hui, où on a un écran vidéo, tu as été la première en France à importer ça des États-Unis finalement. À rapporter ça d'Allemagne. D'Allemagne au départ, d'accord. Ouais. Et donc, on était les premiers en France, effectivement. Et donc, on a pu en vivre, se faire nos premiers véritables salaires avec Move Your Fit autour de cette activité. Ok, donc ça représentait des heures et des heures de vidéos. Comment vous êtes allé faire vous avez démarché les salles pour dire, voilà, on a un concept, vous donniez les vidéos et aussi les écrans, comment ça se passait ? En fait, on était intervenant au Salon du Fitness français. Chaque année, il y a un événement qui s'appelle le Salon du Fitness, sur lequel on va retrouver plein de franchises, de clubs et aussi d'indépendants en fait, qui viennent faire leur marché un peu pour voir la nouveauté. Et nous, on proposait ce service et c'est là qu'on pouvait avoir un maximum de clients et faire connaître notre produit. Voilà. Et là, comme tu es auteur et productrice, ça devient beaucoup plus intéressant. Voilà. Et tu te permets aussi, avec cette boîte, tu le disais, de faire des événements. Alors, c'était pas ce qui rapportait le plus, mais tu en as fait un super sympa. Parmi les événements, par exemple, en 2013, à Grenoble, tu peux nous raconter ? Alors ça, c'est pas nous qui l'avons organisé, c'est un événement sur lequel j'étais invitée, mais le Stade des Alpes a organisé un cours de Zumba géant et on a eu 12 000 personnes alors qu'on s'attendait à avoir peut-être 500 personnes maximum. Ils avaient fait la publicité au concert de Mika, de David Guetta, dans les abribus. Ils avaient fait une communication incroyable, impressionnante, si bien que le stade s'est rempli et c'était le plus grand cours de folie de toute ma vie. Le plus grand cours de fitness d'Europe animé par Jessica Mellet. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que tu as fait ces vidéos, une fois que tu as créé ces événements, c'est quoi l'étape suivante ? L'étape suivante, écoute, je deviens maman. J'ai mon fils, et puis on se rend compte que l'activité de vendre des vidéos de fitness comme ça, virtuelles dans les salles de sport, eh bien, elle s'essouffle. Pourquoi ? Ça s'essouffle parce que ça existe encore aujourd'hui. Hein. Ça existe encore aujourd'hui, mais il y a de grands clubs qui arrivent. Basic Fit, plein de nouvelles franchises qui arrivent. Ça fait de la concurrence. De la concurrence, beaucoup de qualité, des moyens, des budgets bien supérieurs à nous. On se rend compte que le vent tourne et qu'il va falloir proposer une nouvelle activité. Et notre cœur de métier, c'est le fitness, c'est l'enseignement. Pas forcément pour le B2B, mais aussi pour les gens chez eux. Ouais. Et on se dit pourquoi pas aller toucher les gens chez eux et pas seulement en salle de sport.
Parce que ce qu'on aime, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est transmettre le goût du sport. Oui, chez les gens. Donc, c'est là que tu vas penser à YouTube. Et là, on est en 2017. Juste avant, tu as eu un petit passage où tu es repassé du fitness à la danse que tu aimes beaucoup. Parce qu'il y a eu, en 2015, la vague Zumba en France. Oui. Et là aussi, j'aimerais que tu m'expliques, parce que tu as été une des pionnières qui a fait la promotion de cette danse. Je ne sais pas si on peut appeler ça une danse ou... oui, c'est un concept, ouais. C'est une marque, véritablement. Ouais. Alors, je n'ai pas été la pionnière. Ils m'ont appelée au bout d'un moment parce que j'avais une certaine popularité en France. Ouais. Et pour eux, ça leur permettait de redorer un petit peu l'image, de la professionnaliser. Quand tu dis eux, on parle de Zumba. Ouais. De l'entreprise Zumba. Ça s'appelle Zumba Office. Ils sont installés à Miami. Ils sont à Miami. Et ils vont te contacter, effectivement, en disant, tiens, on va appeler la championne de France de fitness. Et là, qu'est-ce qu'ils te proposent ? Ils me proposent de collaborer à créer Zumba Step. C'est quoi ça ? C'est toi qui l'as créé, ça ? Alors, on l'a créé avec toute une équipe à Miami, avec le créateur de la Zumba, Beto Pérez, et aussi toute une team spécialiste du step. Donc, il y avait l'école américaine en step, il y avait l'école aussi européenne. Et ça se heurtait un peu, parce que c'était vraiment deux approches très différentes, et des publics aussi très différents. Ouais. Et c'est vrai que ça n'a pas été très simple à construire. On n'a jamais trouvé, finalement, une entente entre les techniques américaines et les techniques européennes. Et finalement, ils ont gardé leurs techniques bien américaines, bien à eux. Malheureusement, ça n'a pas été un succès incroyable. Bon, donc ça, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, mais bon, pendant 2 ans au moins, entre 2015 et 2017, tu as pu renouer avec ce que tu aimes aussi, la danse. La danse. Donc 2017, tu passes des vidéos pour salle de sport aux vidéos directement chez les gens. Et là, c'est une super idée, parce que c'est 2 ans avant une époque où on était tous à la maison, oui. 2 ans avant le confinement, tu démarres ces vidéos. Et qu'est-ce qui va se passer avec Move Your Fit version YouTube ? Eh bien, en fait, les gens nous retrouvent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'entre les DVD de fitness, la plateforme Coach Club où on donnait des cours en vidéo, les gens qui nous avaient vus sur Direct 8, sur Gym Direct, ouais. Le matin. Parce que tes cours vidéo pour salle ont été ensuite diffusés sur la chaîne Direct 8. Ouais. Exactement. Donc, en fait, tous les gens qui nous avaient vus aussi dans les salles de sport avec les cours de fitness virtuels se sont dit, mais où est-ce que je retrouve Jessica Mellet ? Et en fait, je la retrouve sur la chaîne YouTube Move Your Fit, avec des conseils alimentaires, des conseils sur la santé au global, comment s'entraîner à la maison, si on veut perdre du poids, si on veut renforcer ses abdos. Et c'est très pratique parce qu'on le fait à la maison. Quand on veut, à son rythme. Exactement. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Et là où ça va cartonner, j'imagine, c'est 2 ans après la création, en 2019, au moment du Covid, tu nous racontes cette période qui a dû être une période hyper active pour toi et ton équipe, là. C'est une période hyper active. Je suis enceinte de mes jumelles. Et oui, c'est ça, en plus. Je suis enceinte de 5-6 mois et c'est le confinement et on fait des cours en live tous les matins. On a environ 5000 personnes qui nous suivent en live. C'est une ambiance incroyable, une ferveur, un engouement, mais une énergie incroyable. En fait, moi, j'ai adoré finalement donner ces cours de fitness pendant le confinement. On en a fait avec des thématiques rigolotes, avec les rouleaux de papier toilette qu'on avait tous beaucoup trop stockés, les pâtes. On avait fait aussi des séances avec des paquets de pâtes. On avait bien parce que les rouleaux de papier toilette, en termes d'haltères, c'est pas très lourd en fait. Hein. Non, c'est pas très lourd. On s'en servait pour déplacer, on s'en servait à déplacer. Je sais plus ce qu'on avait fait avec exactement. Voilà, mais en tout cas, tu jouais avec humour sur cette période que tu as vécue. De quelle manière, alors finalement, de façon plutôt joyeuse, ce confinement entre le fait d'être enceinte et d'être en activité vraiment tous les jours, quoi. Oui, ouais. C'est ça. On a pris soin de nous pendant le confinement et on a continué à transmettre plus que jamais, en fait, le fait de faire de soi une priorité, prendre soin de soi, bien se faire à manger, se bichonner, faire du sport. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, bien se faire à manger, parce qu'en fait, c'est plus qu'une chaîne de sport aujourd'hui, Move Your Fit, c'est une chaîne qui s'adresse, tu me le disais, aux femmes de plus de 40 ans. On y parle à la fois de sport et de nutrition. Tu as un programme, par exemple, qui s'appelle T12S. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire transformation en 12 semaines. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur la chaîne et comment ça marche ? Là-dessus, on apprend, dans T12S, on apprend à comment manger pour être en bonne santé et comment faire du sport pour se sentir bien, perdre les petits kilos en trop et se tonifier.
Ouais. Et alors la nutrition, c'est quelque chose qui t'intéresse depuis très longtemps et c'est lié à ton contexte familial. Ouais. Tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressée à ce point et au sport, ça on a compris dès ta plus tendre enfance, et à la nutrition un petit peu plus tard? Il y a 2 points bien distincts. Ouais. Il y a la maladie de ma maman et il y a le trouble du comportement alimentaire de mon papa. Ma maman, elle a eu un cancer quand j'avais 25 ans. Cancer des ovaires. On n'a pas compris. Elle ne buvait pas d'alcool, elle ne prenait pas la pilule, elle mangeait selon les recommandations, mais elle était sédentaire. Elle était sédentaire. Ouais. Elle était à l'opposé de papa, on rappelle. Hein, exactement, à l'opposé. Et on s'est dit, mais pourquoi? Mais quelle injustice! Pourquoi ce cancer si foudroyant? On ne comprenait pas. Puis rien ne marchait en plus. Elle n'avait aucun traitement qui marchait sur elle. Et en fait, c'était désespérant. Et on s'est intéressé sur pourquoi est-ce qu'on a ce cancer qui arrive. Donc je me plonge dans l'alimentation santé, dans l'alimentation anti-cancer, anti-inflammatoire. Je découvre qu'en fait, les recommandations que l'on a sur tous les jours, eh bien, c'est pas vraiment ça qu'il faut suivre si un jour on ne veut pas tomber malade. Même les 5 fruits et légumes, ça c'est plutôt bon. Oui, mais c'est tellement insuffisant. C'est tellement insuffisant. Il faut vraiment approfondir le sujet. Et il y a aussi les troubles du comportement alimentaire de mon papa suite à ses 10 ans de compétition de bodybuilding. Je me rends compte que ça a laissé des traces, que son rapport à la nourriture est bien différent, que c'est perturbé. On sait que dans le bodybuilding, il faut faire de la sèche. Tu nous rappelles ce que c'est la sèche, par exemple? La sèche, eh bien, on va faire en sorte de faire baisser au maximum son taux de graisse. Lui, il était à 5% de graisse parfois sur les podiums, mais en fait, c'est extrême. Ça n'est pas recommandable. Ça passe par une alimentation très restreinte à certains moments. Très restreinte, très pauvre en graisse, bien trop pauvre en fait. Parce que priver son corps comme ça de nutriments, eh bien ensuite, il va faire des réserves, inévitablement. Et puis le rapport à la nourriture, il est complètement faussé. Il l'a payé, ça, ton papa, le fait d'avoir été bodybuilder et d'avoir modifié ses habitudes alimentaires? Alors lui, il est quand même tout au mental. Donc aujourd'hui, il décide de ne pas manger tel ou tel aliment, il va y arriver. Par contre, je lui donne un paquet d'amandes, il le finit. Hein. Il finit tout de suite. Donc il n'a pas toujours la sensation de satiété, il sait dire stop parce qu'il voit, mais il ne ressent plus comme avant. Et donc, moi, voyant les personnes faire autant de régimes, de sèche, se restreindre, les dégâts que ça fait, parce que j'en ai fait un régime aussi qui m'a fait prendre 10 kilos quand j'avais 16 ans. 10 kilos? Ah oui? J'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10 kilos quand j'ai fait une compétition de fitness en arrivant en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que tu te nourrissais en conséquence de l'effort que tu fournissais ou c'était quoi l'idée? Non, c'était de faire une compétition de fitness pour un jour J, donc il fallait sécher. Oui. Donc 3 semaines de régime, la première compétition, c'est chouette, allez, la prochaine compétition est dans 15 jours, régime. La compétition d'après, dans 4 semaines, régime. Mais en fait, je n'étais pas du tout habituée à faire une sèche. Je n'en avais pas forcément envie non plus. Ouais. Le problème, c'est qu'après, j'ai pris 10 kilos. J'avais 16 ans et demi. Ah oui. Mon rapport à la nourriture, il était complètement perturbé. J'ai mis presque 10 ans à m'en remettre. Donc l'alimentation, j'ai fait mes recherches pour T12S en m'inspirant de mes lectures au travers du cancer de ma maman sur l'alimentation santé et sur les régimes restrictifs que je voulais à tout prix éviter. Donc je voulais développer une alimentation sans régime restrictif et qui puisse contribuer à vivre longtemps en bonne santé. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire du bodybuilding, etc., tu as des solutions pour se restreindre beaucoup moins et arriver quand même à sculpter son corps comme ça, parce que c'est un peu antinaturel quand même, le bodybuilding. Bah, c'est vrai qu'on ne peut pas manger comme ça tous les jours. Mais en réalité, être un peu sec, d'avoir une shape, tu sais, sèche, avec des muscles dessinés, comme tu peux voir sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est encore très différent. C'est une sèche qui ne va pas flirter avec la sèche du bodybuilder, qui est extrême. Ouais. Mais est-ce que c'est bon de temps en temps de se restreindre ou est-ce que tu prônes on est en équilibre tout le temps? On est en équilibre tout le temps. Ouais. Pas de régime. Ne faites vraiment pas de régime. Ouais. Alors, qu'est-ce que seraient les conseils pour quelqu'un qui aurait la sensation, comme tu l'as décrit tout à l'heure, d'avoir des compulsions, de ne pas savoir bien se limiter ou au contraire de se restreindre un peu trop pour à la fois être sportif ou sportive et avoir un bon régime alimentaire? C'est quoi le secret? Il y a plein d'astuces. Sur le rapport à l'alimentation, en premier, je conseillerais déjà de faire un grand ménage sur tous les aliments transformés à la maison. Les aliments transformés, c'est pas bon pour la santé. Ça ne nous nourrit pas, ça nous remplit.
En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va nourrir mon corps? Les donuts, ça va me nourrir ou ça va me remplir? Ça va me remplir. Ok, allez, hop. Et en fait, c'est vouloir changer d'alimentation pour changer de corps, changer d'esprit, améliorer son sommeil, avoir plus d'énergie, avoir plus de vivacité. Quand on normalise les aliments bruts et vrais, eh bien, on se rend compte que tous les aliments transformés, eux, n'ont pas leur place, en fait, si on veut construire notre santé. Donc, ça va être ça. Manger un petit déjeuner plutôt salé le matin, ça va permettre de stabiliser la glycémie, notamment riche en protéines, et puis d'avoir moins de fringales, parce qu'on n'a pas commencé avec du sucré. Jessica, vrai ou faux, à partir de l'âge de 30 ans, on perd chaque année 1% de sa masse musculaire? Vrai. Vrai. Comment on fait pour faire en sorte de la conserver ou en tout cas d'en perdre le moins possible? Il va falloir imposer à son muscle une vraie contrainte. Ça veut dire qu'il faut lever des poids, mais pas des petits poids de 1 ou 2 kilos. Une vraie contrainte. Eh oui, pour casser les fibres. Et du coup, construire du muscle. Et c'est tout à fait possible. On peut démarrer à n'importe quel âge. Alors comment je casse mes fibres pour quelque chose de très, très simple à faire à la maison, à reproduire? En faisant de la musculation, suis-moi sur mes vidéos. Mais oui, mais j'ai vu sur tes vidéos. Je fais la musculation, tu achètes une paire d'haltères, alors des plus légers pour le haut du corps, des plus lourds pour le bas du corps, et on va faire des mouvements, tu vois, de biceps, des mouvements de squat, en portant les poids. C'est aussi simple que ça. 3 séances par semaine, et là, tu vas reconstruire du muscle et inverser la tendance. Tu n'es plus en fonte musculaire, mais tu es en construction musculaire. D'accord, donc on peut vraiment inverser et donc regagner, si on les a perdus, 1% de masse musculaire tous les ans. Exactement. Si on veut. Ok, bon bah donc c'est pas définitif. Rien n'est perdu. Et on peut aussi prendre des bouteilles d'huile d'olive, hein, tu dis les bouteilles en verre. Hein. Exactement, alors ça c'est pour démarrer. C'est pour démarrer au début, mais au bout d'un moment, ça va être trop léger. Le muscle doit être soumis à nouveau à une nouvelle contrainte pour ne pas stagner et puis augmenter la charge. Moi, j'ai une question sur les sports en salle, fitness, crossfit, on parlait de Zumba, de hip-hop, etc. On a l'impression que c'est une obligation de régulièrement proposer des choses nouvelles. C'est quoi? Les clients s'ennuient au bout d'un moment? Mais tu fais bien de le dire, les clients s'ennuient. Si bien que moi-même, parfois dans mes propres programmes, les gens me disent « Mais Jessica, il y a encore des squats. Mais Jessica, il y a encore ces mouvements-là. » Eh bien, écoutez, oui, ce sont les mouvements les plus efficaces et les gens s'ennuient, ont besoin de variété, c'est vrai. Comment on invente? T'arrives encore à inventer des mouvements, toi? Oui, on arrive encore à inventer. Non pas des mouvements, mais des thématiques, des formats différents pour que ce soit ludique, plus attrayant. C'est quoi les formats tendance en ce moment? Alors, les formats tendance, ça va être la marche. La marche? Oui, la marche à la maison. La marche active, c'est-à-dire, on nous dit souvent qu'il faut faire plus de marches, augmenter son rythme, faire plus de pas, les fameux 10 000 pas. Oui. Mais en réalité, on n'a pas toujours l'opportunité de sortir, d'aller dehors, on a les enfants à la maison, ou alors il pleut, etc. Et en fait, les gens mettent lecture sur une vidéo de marche et on est ensemble, en musique, on parle et en fait on fait des pas dans son salon. Vous faites des pas, simplement. C'est-à-dire quoi? C'est un parcours que tu proposes dans la maison ou... En fait, un parcours, on va aller en avant, en arrière, sur les côtés, on va faire quelques petits mouvements de fitness pour varier un peu, mais tout ce temps-là, 20 minutes, 30 minutes, on va marcher. D'accord. Et en combien de temps on peut arriver à faire 10 000 pas avec un cours à toi? En 30 minutes, on va faire 5 000 pas à peu près. Ok. Tu parlais de 3 séances par semaine tout à l'heure pour ne pas perdre trop de muscles. Des séances de combien de temps? On va dire 20-30 minutes. Ah, ça va. Ça va. Et séance d'1 heure, non, tu préconises pas? On peut le faire. Ouais. On peut le faire, évidemment. Ça va être plus intense. Mais pour démarrer, c'est bien d'être déjà sur ces formats-là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas s'écœurer. Ouais. Parce que c'est bien de démarrer. On a toujours... On est plein d'entrain. On dit « Ah, je vais faire ci, je vais faire la muscu, je vais faire ça, ça va être incroyable, etc. Je vais manger comme ça. » On fait des plans sur la comète. Et puis, au bout de 15 jours, on dit « Oh là là, j'arrête tout. Voilà. » Parce qu'on n'a pas laissé le temps au goût de naître. C'est ça. Et le goût, ça vient avec les habitudes, ça vient apprécier sa séance, qu'elle ne soit pas trop difficile pour qu'on ait envie d'y retourner, que l'alimentation, elle soit accessible pour avoir à nouveau envie de manger sainement. C'est un juste dosage et tu as raison, c'est comme ça qu'on voit chaque année au mois de septembre ou au mois de janvier des tonnes de personnes qui viennent s'inscrire dans un club de gym et on sait très bien que c'est quoi le pourcentage? C'est 45%, 50% qui ne reviennent plus au bout de 3 mois, quoi. C'est parfois moins. Plus. Il y a au moins 70% des personnes inscrites dans les salles de fitness qui ne viennent pas. C'est ça.
Et c'est comme ça d'ailleurs que les salles de fitness font aussi leur plan économique, c'est-à-dire que si tout le monde venait ne vient pas tout le temps, ce serait plein et ça ne marcherait pas. Exactement, il n'y aurait plus de place. Donc finalement, les chaînes YouTube comme les tiennes, c'est quelque chose qui prend le relais, puisqu'on se dit, bon, j'arrête d'aller à la salle, je le fais à la maison à mon rythme. C'est facile de s'imposer quand même un temps pour le sport à la maison. Parce que là, il n'y a personne pour dire je t'attends à la porte. C'est ça. Le retour que j'en ai, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai des personnes, et on l'a vu notamment post-Covid. Post-Covid, donc les gens nous ont connus sur Internet parce qu'ils allaient à la salle, ils ne pouvaient plus y aller. Finalement, il y en a plein qui n'ont pas repris la salle. Qui m'ont dit, finalement, Jessica, je suis très bien avec les vidéos à la maison parce que je m'y tiens vraiment, je suis beaucoup plus fidèle parce que le jeudi soir quand je rentre du travail eh bien j'ai envie de voir mes enfants, je ne vais plus aller finalement à la salle de sport, c'est trop loin, il faut que je me gare et finalement je procrastine, je reporte ma séance, elle n'aura pas lieu, alors qu'à la maison je peux facilement mettre mes lasagnes au four, les enfants sont à la maison et moi je fais ma petite séance. Voilà, de 20-30 minutes. Exactement, et on y est plus fidèle finalement. Ok. Alors le modèle économique pour le tien, ça marche comment? Ça ressemble déjà à quoi tes semaines? Parce que tu es une véritable chef d'entreprise. Hein, oui. Je disais, au-delà d'être coach sport, tu es largement plus que ça. C'est quoi ton emploi du temps? Alors, mon emploi du temps, c'est vrai qu'il y a plein de choses parce que je développe aussi une marque de compléments alimentaires et une marque de thé. Donc, j'ai différentes équipes. Et donc, il va y avoir des réunions. Finalement, j'essaie de ne pas être assise, moi non plus, parce que j'en ai beaucoup des réunions. Tu vas avoir du mal à être assise, oui. J'en ai beaucoup des réunions. On développe les nouveaux compléments, on développe la communication, le graphisme. On est avec la webmaster pour savoir comment le nouveau site va être fait. Et en fait, finalement, je pourrais facilement tomber dans ce piège de la sédentarité aussi, donc j'essaye de rester debout. Je tourne des vidéos, certes, mais non, je ne fais pas du sport toute la journée. Oui, parce que tu en tournes beaucoup sur un laps de temps court, parce qu'il faut alimenter tous les jours pratiquement ta chaîne YouTube. Comment ça se passe? C'est 2 séances par semaine, 1 à 2 séances par semaine, donc ça se fait bien. Je les tourne d'un coup pour 1 mois. Les programmes, je les tourne en général en 2-3 jours, pareil en une fois. Et finalement, je fais mes séances personnelles que je ne filme pas. D'accord. Les séances d'entraînement, elles ne sont pas filmées. Oui, parce que sur tes vidéos, tu dis qu'il faut prendre du temps pour soi. C'est important. Toi, tu as le temps de prendre du temps pour toi. Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps pour toi? C'est du sport ou c'est autre chose? Alors le temps pour moi est tellement précieux. Je fais ce que j'aime le plus au monde, qui me nourrit et qui me permet de me sentir bien et qui va profiter à ma longévité. Donc je fais du sport. Je vais choisir à manger. Je vais cuisiner. Donc tes 2 piliers, le sport, la nutrition. La nutrition. Et aussi, je vais prendre du temps pour faire de la cohérence cardiaque et me faire masser. Parce que me faire masser, je crois que c'est la chose au monde qui me détend le plus. Et donc, tu as les masseurs qui viennent à domicile, ou tu as un centre où tu vas ou Alors non, en général, je fais venir quelqu'un pour me masser parce que non, sinon, si je cours à droite, à gauche... Mais tu sais que je ne mets plus les pieds dans un magasin. Je n'ai plus l'envie de faire du shopping. Et le temps, sans doute, aussi. Je n'ai pas le temps non plus. Donc, pareil, j'essaie de décrocher vraiment à 17h pour passer du temps avec les enfants et faire à manger, aller dans le jardin, sortir, être au contact de la nature. J'aime particulièrement le matin me lever et d'avoir directement un contact avec la lumière. Je vais dans le jardin, je sens la lumière sur mon visage, je me dis... Et aussi, j'essaie vraiment de cultiver la gratitude, de me dire « Ah, je me lève, je suis sans douleur. Ouais. Tout va bien. » Et ça, c'est pas donné à tout le monde, crois-moi. Je suis en pleine crise de sciatique en ce moment. Si je te demandais... comment tu prends du temps pour tes enfants? Parce qu'il y a vraiment énormément de travail. Tu arrives à prendre du temps pour toi. Et j'imagine que tu prends aussi du temps pour tes enfants. Ils sont petits, il y en a 3. Oui. C'est un sacré boulot, ça aussi, non? Ouais. Alors, je te cache pas que les week-ends, je triche un peu. C'est-à-dire que mes séances de sport le week-end, je les invite largement à venir me rejoindre. On met de la musique et puis les filles, elles me suivent. J'en ai une qui danse particulièrement, qui adore ça. Pareil, elle veut qu'on la regarde. Ah, c'est le complexe de l'invisibilité qui revient. Et pourtant, on a tout fait pour qu'il soit au centre de l'attention. De l'attention, oui, exactement. Ils sont forcément sportifs, les enfants de
Jessica Mellet ou ça ne pouvait pas être autrement? Alors, c'est vrai que j'ai un petit garçon qui est sportif, mais je ne l'ai pas particulièrement orienté dans le fitness. Il fait du foot et du tennis de table. Il est plutôt parti dans ce qu'aime papa, parce que son papa aime le foot. Ouais. Et mes filles, pour l'instant, j'ai essayé de les mettre à la danse l'année dernière, mais ça ne l'a pas fait. Elles n'ont pas voulu y aller, donc je ne les ai pas forcées. Ouais. J'essaie de leur donner le goût en les invitant à venir, en pratiquant, mais je ne les force pas. Ok. Et elles adhèrent globalement Oui, elles aiment bien bouger. Elles comprennent que ça fait du bien au corps de bouger. Elles nous voient lever des poids, bouger, danser, parfois courir. Donc, elles ont compris que c'était essentiel de bouger chaque jour. Ouais. Mais ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'elles en aient le goût. Et pour ça, il ne faut pas forcer. En tout cas, merci pour les conseils. Bravo pour tout ce que tu viens de nous raconter sur ton parcours. Juste avant, explique-moi ce qui se passe dans le corps quand on fait du sport, parce qu'on parle souvent de l'hormone du bonheur, etc. C'est de la vraie chimie, ça marche. Toi, plus tu fais du sport, plus tu es heureuse, même si tu t'épuises un peu de temps en temps. Alors oui, tu as le système des endorphines, effectivement, qui donne tout son effet, où tu as une sensation de bien-être pendant la séance et après. Et ça, il y a une véritable addiction, finalement. On a envie de retrouver ces sensations-là. Ouais. Et donc, au tout début, quand on se met au sport, on ressent plus la fatigue. On n'a pas encore ces endorphines. On sent les courbatures, on sent de la fatigue, on est un petit peu contrarié. Mais rapidement, au bout d'une quinzaine de jours, eh bien, finalement, on va ressentir ce bien-être. Et là, ça peut enfin s'instaurer dans nos habitudes parce qu'on a ce goût. Ok, ce goût qui doit rester modéré, parce qu'il y a un mot que tu dois connaître, c'est bigorexie. Tu sais ce que c'est la bigorexie? C'est quoi la définition? Alors la bigorexie, c'est quand... dis-moi, c'est quand on fait trop attention. C'est l'addiction au sport. Et oui, j'allais confondre avec l'orthorexie. Non, c'est ça, c'est l'orthorexie, c'est sur l'alimentation. La bigorexie, c'est l'addiction au sport. Ouais. Et est-ce que ça, c'est pas justement contre-productif? Je pense qu'il faudrait plus s'interroger sur l'addiction à la sédentarité. Oui. Il vaut mieux être addict au sport qu'addict au canapé, on est d'accord. On est d'accord, on est fait pour bouger. Avec ça. Ouais. Donc bouger, ça reste bon. Par contre, ne pas s'épuiser au sport non plus, parce que ça tu l'as expérimenté. J'ai expérimenté, Tu effectivement. ne le recommandes pas non plus. Non, bien sûr. Et surtout, être attentive aux signaux que notre corps nous renvoie. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. En réalité, le corps ne réagit pas de la même façon. Moi, je me suis rendu compte qu'à 30 ans, ce que je faisais pour être en forme sont bien différentes que ce que j'ai mis en place à 40 ans. Ouais. Sinon, je me sens épuisée. Le système nerveux, il est épuisé. Le cortisol, il fait des montagnes russes. Enfin, même le corps d'une femme, il change au niveau des hormones. On réagit différemment. Donc, pour ne pas s'épuiser, il faut bien se connecter à nos sensations corporelles et adapter le sport à notre âge. Donc adapter, c'est dès que ça fait mal, on arrête, ou en tout cas on ralentit. Dès que ça nous épuise. Ouais. Qu'est-ce que dirait la Jessica Mellet d'aujourd'hui à la petite fille invisible qui avait 10-12 ans? Je lui dirais... c'est pas évident. Je lui dirais, t'en fais pas. Tu as le temps qu'on te voit, qu'on te remarque. Tu n'es pas invisible. Je lui dirais qu'elle est déjà exceptionnelle et qu'elle va briller. Je dirais, brille. Brille et fais ce que tu aimes. Continue à croire en tes rêves et ils vont dépasser largement ce que tu espérais. Ouais. Et c'est le cas, parce que la star de fitness, dans les années 2000 avec les DVD, aujourd'hui encore avec cette chaîne et plus d'1 million d'abonnés, c'est une véritable gratification quand tu vois chaque jour augmenter le nombre d'abonnés. Bien sûr, et j'espérais pas gagner ma vie véritablement avec le fitness. C'était une passion, mais dans mon esprit, il fallait s'arrêter au bout d'un certain âge parce qu'on n'avait plus l'âge d'enseigner, parce qu'on se fatigue. En réalité, j'ai pu prolonger cette passion et finalement, c'est incroyable. Ça a dépassé mon imagination, mes espérances. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on te reconnaît dans la rue régulièrement. Tu signes des autographes. Oui, quand je fais mes courses, quand je me balade avec les enfants. C'est plutôt bienveillant? C'est très bienveillant. Ouais. J'ai une communauté adorable. Ouais. Tu communiques souvent avec eux, tu enregistres, mais de temps en temps, tu fais des directs encore ou pas? Ça peut m'arriver. Oui, c'est vrai que c'est
pour des occasions particulières. Avec les enfants, pour des occasions particulières, et pour des lancements de programmes où on invite sur des challenges, parfois des petits challenges d'une semaine où on invite les gens à se motiver. Là, on est en live avec eux. C'est vrai qu'il y a une émulation, l'énergie qui est encore autre. Ouais. Et qu'est-ce que c'est justement le nouveau programme que tu mets en place là? Je sais que tu. Alors, il s'appelle Reshape. Des vidéos là en ce moment sur Reshape. Alors, qu'est-ce que c'est? Reshape, c'est un programme dédié à la femme de plus de 40 ans, en préménopause ou ménopause. Donc en fait, c'est beaucoup de musculation, beaucoup d'activités physiques, cardio adaptées à la femme de plus de 40 ans. Alors tiens, en parlant de la femme de plus de 40 ans, je parlais avec Nadia, notre maquilleuse tout à l'heure, l'histoire du bras là, qui fait blop-blop au-delà de 40 ans et plus. Est-ce que tu as un conseil à donner à toutes ces femmes qui vont nous regarder et qui vont t'écouter très attentivement là, maintenant? En fait, tu sais qu'on ne peut pas perdre de façon locale du gras. Tu ne peux pas décider que tu vas perdre du gras uniquement du bras ou du ventre. C'est dommage. Quand on commence à perdre du gras, on en perd de partout. Et parfois, les bras, c'est en dernier. On va d'abord perdre le ventre, on va perdre des joues, on va perdre des cuisses, etc. Mais au bout d'un moment, on va aussi perdre du gras au niveau des bras. Mais en réalité, ce qui est chouette, c'est de pouvoir construire le muscle pour capitaliser, puisque plus tu as de muscles, plus tu vas perdre du gras au repos. Parce que le muscle, lui, c'est un gros consommateur de calories. Ok. Donc, plus tu as de muscles et plus ils vont consommer de calories et donc perdre du gras. D'accord. Le muscle va manger le gras. Exactement. Voilà. Et ça, 2-3 séances par semaine pendant combien de temps? 3 séances par semaine, 30 grammes de protéines par repas. Et en fait, tu verras qu'avec les progrès, et plus tu augmentes les charges et donc les contraintes, eh bien, oui, quelques mois, tu verras. Parce que je parlais des filles, mais ça marche aussi pour les gars. Hein. Oui, c'est vrai que ce sont les femmes qui s'en plaignent, mais les hommes aussi. Alors, juste avant de se quitter, j'ai les traditionnelles questions de la table de chevet à te proposer pour savoir quel genre de personne tu es dans ta chambre à coucher d'abord. Alors, dans ta chambre, d'abord, c'est rangé au carré ou plutôt un joyeux bazar? Il y a un joyeux bazar, puisque j'ai mis ma priorité pour faire mes activités sportives, etc. Du coup, il y a du bazar. Voilà. Et il y a tes filles qui t'aident à faire ce petit bazar dans la chambre ou pas? Non, t'as pas besoin. Pas trop, non. Au moment du coucher, tu t'endors en 2 minutes ou alors tu cogites pendant des heures? Je m'endors en 2 minutes. C'est vrai? Ouais. Malgré tous les projets que tu as, etc. Ah, je fais off. Ouais, ça c'est super. Ouais. Ça veut dire que tu as une bonne façon de te déconnecter. Alors justement, est-ce que tu as un rituel avant de dormir? Ça peut être musique, lecture ou méditation peut-être, je ne sais pas. Déjà, j'arrête les écrans au moins 1 heure avant d'aller me coucher. Oh, j'ai trouvé quelqu'un qui le faisait vraiment dans la vraie vie, c'est vrai? Ouais. D'accord, ok. oui. Parce que bon, c'est tout ça qu'il faut arrêter. Je tourne en rond dans mon lit, Je tourne en rond dans mon lit pendant 1 heure. Alors quand je me fais avoir une fois, parce que je voulais faire tel achat ou les vacances, je le paye. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je tourne dans mon lit. Oh non. Du coup, hop, on essaye vraiment de discipliner avec mon chéri. Alors plutôt grosse dormeuse ou plutôt insomniaque, toi? J'ai eu des insomnies quand j'étais enceinte de mes filles. Du coup, j'essaie vraiment de bien dormir. Quand je dors 7-8 heures, là, je suis vraiment très contente. Mais j'y arrive bien maintenant. Magnésium le soir. Très bien. Oui, le magnésium, c'est très bien pour se détendre, effectivement. Au réveil, ton premier réflexe, c'est café tartine ou abdos fessiers? Je bois pas de café, je mange pas de tartine. Donc, c'est plutôt de faire du sport. Mais je vais quand même manger avant de faire du sport. Bon, ok. Pour finir, on pose la question à tous nos invités. L'anecdote gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Une anecdote gênante. J'ai le souvenir d'enseigner sur les podiums. Je dois avoir 25-26 ans et c'est une date clé pour moi. Je vais enseigner un cours de step devant 250 personnes. J'attends ce moment depuis Voilà. Je suis là et 20 minutes d'enseignement et on reprend depuis le début, folle ambiance. Tout le monde s'éclate, c'est super. Ouais, je leur dis, refaites encore une fois la chorégraphie. Je descends du podium, parce qu'en réalité, j'ai la nausée tellement je suis stressée, je suis un peu malade. Je vais vomir dans les backstage. Et je remonte sur le podium. Est-ce que tu vas bien? Ça va?
Incroyable. Ouais, donc ça représente bien quand même une bonne partie de ta vie où à chaque fois, il faut que tu envoies... Et que la représentation. Mais il y a aussi une part de représentation où il faut toujours être au top. C'est pas fatigant, ça te rend joyeuse d'être justement obligé d'être au top. C'est pas quelque chose qui est épuisant moralement? En réalité, oui, c'est quand même épuisant d'être en représentation tout le temps et je suis plus tout le temps. On me voit énormément. Pas maquillée, pas très apprêtée, pas très habillée, avec du bazar chez moi. Et cette représentation-là, enfin, pour les personnes qui me croiseront, ils se diront certainement que finalement je suis naturelle ou je suis comme en vidéo. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens m'apprécient, parce qu'il y a cette proximité et ce naturel. La représentation, c'est quand je donne un cours de fitness, où j'ai vraiment à cœur de transmettre mon message et qu'ils puissent comprendre au maximum les exercices. C'est vraiment là que je suis en représentation, mais pas vraiment pour me dire « waouh, je suis incroyable ». Non, mais on sent que tu as vraiment les pieds sur terre et qu'avec toute cette expérience que tu as, ça te rend confiante en toi. Tu parlais tout à l'heure d'être un peu plus jeune et manquer de confiance. Je crois qu'on est largement au-dessus de ça. Et quand quelqu'un est confiant en soi, vraiment, profondément, il est naturel et c'est le cas, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je suis ravi vraiment qu'on ait fait cette émission ensemble. J'ai encore une petite question. Est-ce qu'il y a un rêve, un projet que tu n'as pas encore réalisé, auquel tu penses, et comme tu as jusque-là réalisé au-delà pratiquement de tes rêves d'enfant, il sera forcément réalisé celui-là aussi. Ce serait quoi ce projet? J'ai envie d'aller davantage dans la longévité, de partir dans la longévité. Vivre vieux ou vieille en bonne santé. En bonne santé, oui. D'aller dans la longévité et aussi de faire prendre conscience aux gens que faire de soi une priorité, de se remettre soi au centre, au-delà de toutes les distractions que l'on peut avoir. On veut nous faire croire qu'il faut faire passer tout ce qu'il y a à faire avant soi, mais la vie, elle passe tellement vite. Oui. La vie, elle défile et on n'a pas le solde du temps qu'il nous reste à vivre sur cette planète. C'est ça. Donc, il faut vivre maintenant, construire son présent tout de suite et kiffer la vie et vouloir vivre longtemps. Et merci, parce qu'on pourrait résumer ça en carpe diem. Oui, Profite du ça. jour. Et si vous avez envie, vous, de découvrir l'actualité de Jessica, il y a ton Instagram, pas mal de Jessica Mellet. Followers là aussi. Oui, plus de 500 000. Ouais, c'est ça. Jessica Mellet, donc ME2LET. Et puis surtout cette chaîne YouTube dont on a parlé tout à l'heure, avec des contenus gratuits. Alors certes, il y a aussi des contenus payants si on veut approfondir, mais on peut déjà aller peut-être prendre quelques cours gratuitement sur Move Your Fit, FIT pour Fit, sur YouTube. Merci beaucoup Jessica, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, je dirais du bonheur, la santé. Et je pense que tu en as déjà beaucoup et ça va continuer comme ça quelques temps encore. On te souhaite le plus longtemps possible puisque toi tu vises la longévité. Nous on se dit à la semaine prochaine avec d'autres confidences, à la fois sur France.tv, sur YouTube. Et puis si vous avez vous aussi des personnalités exceptionnelles, atypiques, que vous avez envie qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis éventuellement à nous donner quelques contacts en message privé. On sera un plaisir de les recevoir ici, dans notre chambre de colonie de vacances. Tu étais plutôt bien installée, ça va? Ouais, le lit confortable, honnêtement. Petite position très yoga, sympa, en plus, j'ai vu. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Eric. À bientôt. À bientôt.